Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes sur la Wood Arena, Eurobois 2026 et avec mes trois invités, nous allons parler des métiers du bois. On va voir comment redonner, ou plutôt donner envie aux jeunes d'aller vers les métiers du bois. Avec moi pour en parler, Antoine Lebeau. Antoine, bonjour. Bonjour. Avec le micro. Vous êtes responsable mécénat à l'ESB. Deux choses, l'ESB, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi responsable mécénat à l'ESB? En deux mots, l'ESB, c'est une école qui forme au métier de la transformation du bois, au métier de la filière bois, du BTS jusqu'au doctorat, en passant par les bachelors et le diplôme d'ingénieur qui est traditionnellement le plus connu. Mais on n'est pas qu'une école d'ingénieurs. On est implanté sur 4 sites aujourd'hui. Lyon, puisqu'on est Eurobois pas par hasard, parce qu'on a un site créé à Lyon il y a 2 ans maintenant, avec plus d'une vingtaine d'élèves en bachelor. On a un site également à Versailles, à Bordeaux et à Nantes, qui est le site traditionnellement connu. 450 élèves en tout à peu près, donc du niveau bac plus 2 au niveau bac plus 8 comme je le disais. Et puis le mécénat, c'est quoi? Eh bien, c'est de faire en sorte que notre école, l'ESB, elle réponde à des enjeux de formation, mais pas seulement, qu'elle réponde également à des enjeux sociétaux et qu'elle réponde notamment à cette question de l'attractivité. Le mécénat peut être un outil, un levier financier, avec le soutien des entreprises notamment, pour répondre à cette question de comment former des jeunes qui préparent leur avenir, mais qui préparent aussi notre avenir à nous commun. À côté de vous, Alexandre Blazic, je l'ai bien prononcé. Très bien, parfait. Vous êtes, vous, formateur chez les Compagnons du Devoir. Vous êtes responsable de l'Institut de la Charpente et de la Construction, c'est ça? Exactement, responsable de l'Institut de la Charpente et de la Construction Bois au sein de l'Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Donc nous, on est une association qui forme à différents métiers. Aujourd'hui, on forme dans plus de 30 métiers, répartis dans à peu près toutes les filières. Et on propose un parcours en alternance avec une continuité de parcours un petit peu particulière et atypique qui est le parcours Tour de France. Le fameux Tour de France. À côté de vous, Bénédicte Muller. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission chez Fibois Aura. Fibois Aura, on ne présente pas, on est chez vous là. Oui, on est un peu chez nous, mais quand même, je vais présenter Fibois Auvergne-Rhône-Alpes qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière bois, depuis la forêt jusqu'à la construction, en passant par le bois énergie et toutes les étapes de transformation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je suis chargée de mission plus particulièrement sur l'emploi-formation. Donc l'attractivité des métiers, c'est votre mon sujet quotidien. Alors justement, on va commencer avec vous, et puis c'est une question générale à tous les trois. Est-ce que les métiers du bois sont vraiment attractifs? Et si oui, pourquoi ils souffrent d'être méconnus? Alors, les métiers du bois sont plutôt attractifs. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand on est sur des salons, sur l'orientation, sur les métiers. Par contre, on souffre d'un manque de notoriété sur beaucoup de nos métiers, c'est-à-dire qu'on connaît l'ébéniste, le charpentier et le bûcheron, mais il y a énormément de métiers et ça, on ne les connaît pas. Et puis, quand même, on souffre aussi d'une image de stéréotype sur des métiers masculins, des métiers pénibles, des métiers que manuels, par exemple, alors que les métiers de la filière forêt-bois, c'est bien d'autres choses. Par exemple? Par exemple. Eh bien, si je prends le contre-pied de ce que je viens de dire, on trouve, et là on le voit sur le salon Eurobois, énormément d'innovations dans la filière bois. On a des métiers manuels, mais on a besoin aussi de commerciaux, on a besoin d'opérateurs sur des machines à commande numérique, on a besoin d'ingénieurs, d'agents de maîtrise, on a besoin de designers, et puis alors si on va sur la partie forestière, de techniciens, de chercheurs. Il y a énormément de recherche et d'innovation dans la filière bois. On peut trouver sa voie. Complètement, il y en a pour tous les goûts en fait. On est dans des univers qui sont très différents, à la fois des métiers de la nature, mais des métiers de l'industrie, des métiers du bâtiment, des métiers du commerce. Enfin, voilà, c'est un panorama extrêmement varié et ça c'est important de le montrer, avec des passerelles. On y reviendra après, hein, mais je voudrais qu'on plante quand même le décor. Pareil, même question à vous deux. Je ne sais pas qui veut commencer. Des métiers attractifs, et si oui, pourquoi on n'arrive pas à remplir toujours les cases? Moi, je rejoins l'image vieillissante qu'on a aussi de nos métiers. Je trouve l'image qui est véhiculée, elle n'est pas forcément
la plus réelle, où c'est vrai qu'on a toujours cette image de métiers masculins, de métiers physiques, des métiers peu technologiques, peu innovants, alors qu'aujourd'hui, la réalité, elle n'est pas là. Et le problème, c'est que cette réalité, elle manque sûrement de communication et d'échange, où on transmet difficilement tous ces métiers. L'exemple que j'ai aujourd'hui, c'est ce qui se passe en entreprise n'est pas assez valorisé. Nous, on a un outil pédagogique, on a un centre de formation, mais aujourd'hui, les jeunes, ils ne viennent pas pour passer un CAP, un BP, non, ils viennent pour apprendre un métier, et notre outil leur permet d'y arriver. Et ça passe notamment par la vulgarisation de ce qui se passe sur les chantiers. On a eu, alors moi je parle dans mon domaine, avec l'expérience Notre-Dame de Paris, qui a été très médiatisée. Alors, oui, mais ça reste très traditionnel. Ça reste peut-être très traditionnel, mais ça reste un moment dans lequel ça ouvre une porte pour communiquer sur plus largement les métiers du bois, donc alors notamment au travers de Notre-Dame de Paris, si je prends cet exemple, où on a pu parler de l'ensemble de la filière aussi. Alors c'est un exemple, et ce qui manque, c'est de pouvoir parler au même titre d'autres types d'ouvrages. Voilà. Essayer de parler d'architecture contemporaine et des métiers qui sont liés, des métiers du bois qui y sont liés, et ça, on a du mal à le faire. En complément, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des métiers très innovants, où aujourd'hui, la construction bois, elle favorise la construction hors site, elle favorise l'utilisation du BIM, des outils numériques, de la robotisation, et qu'on est sur des métiers qui sont des plus innovants, mais aussi qui conservent un savoir-faire traditionnel, où si on prend rien que l'exemple du tracé de la charpente française, qui est reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO, on est sur des choses qui sont indispensables, en tout cas, pour permettre cette évolution. C'est-à-dire que l'évolution hors site, comme vous disiez tout à l'heure, elle n'est possible que parce qu'on s'intéresse au tracé. Elle en fait partie. On n'oublie pas d'où on vient, en tout cas, pour avancer. Vous me direz comment on donne envie d'aller travailler dans une usine hors site. L'attractivité des métiers, pour vous, comment vous voyez ça? Est-ce qu'ils sont attractifs On a parlé d'innovation. Effectivement, en tant qu'école d'ingénieur, je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. Je pense qu'il y a cette notion aussi de plus en plus présente chez les jeunes générations de cette responsabilité environnementale. Donc ça, on est d'accord avec ça. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je pense que j'invite à ce qu'on fasse un petit pas de côté aussi, de se dire sur l'attractivité, au-delà des métiers de la filière bois, c'est l'attractivité des jeunes vers les études supérieures. On en parlait tout à l'heure, je prends mon exemple personnel, deux enfants qui ont quitté les études supérieures. Je pense qu'on a un rapport aujourd'hui des jeunes générations aux études qui n'est pas le même qu'il y a quelques années, donc il faut qu'aussi nous on se remette en question dans ce rapport à cet engagement sur la durée, ce n'est pas les compagnons qui vont me contredire, première chose. Et deuxième chose, c'est de se dire que l'attractivité d'une école, ce n'est pas pour remplir les écoles, c'est pour répondre aux besoins des industriels, des entreprises, de la filière. Et je pense que cette question, en tout cas, on ne doit pas se la poser tout seul. Et c'est la raison pour laquelle, si j'avance un peu sur la solution que nous, on a mis en place à l'ESB, c'est de réfléchir à un outil qui permette précisément de répondre à cette question, notamment de quel est le frein aux études supérieures pour les jeunes. Et c'est notamment, en première ligne, ce qui arrive, c'est le coût des études. C'est le budget, c'est les parents qui ne peuvent pas suivre. Exactement, et ça c'est le cas pour plus de 60% des élèves qu'on interroge, et pas que à l'ESB, qui aujourd'hui en plus propose des études avec des coûts de formation qui sont pris en charge grâce à l'alternance, grâce aux mécanismes que vous connaissez. Donc néanmoins, le coût reste un vrai frein. Et deuxième chose, c'est de se dire comment avec les entreprises, on peut réfléchir, on peut co-construire une solution, et c'est comme ça qu'on en est venu à l'ESB en 2022 à créer Easier Studies, qui est un fonds de dotation qui permet d'apporter des bourses qui soutiennent les élèves en difficulté grâce au mécénat, donc grâce à la collecte de fonds. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Donc là, l'idée, c'est ça. C'est ce qu'on voit. Un peu comment dire, votre bilan. Expliquez-nous un petit peu, allez-y, détaillez-nous un petit peu ce qu'on peut voir là-dessus, sur ce slide, et puis nous dire où est-ce que vous voulez aller encore plus loin. Donc l'idée, c'est de contribuer en gros à former plus et à former mieux. On s'est rendu compte que ce frein financier était un vrai souci. Au-delà de ça, il y a cette notion de précarité étudiante aussi, il ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qui freine? C'est le logement ou c'est le coût des études? C'est l'ensemble. Pour prendre un exemple, à Nantes, le coût des études pour un étudiant aujourd'hui, c'est 1 500 €. Tout compris, 1 500 €, vous imaginez? Par mois ou par an? Par mois. 1 500 €. Là-dedans, j'inclus le coût des études, le coût du logement, de la vie, etc. Aujourd'hui, quand on fait des statistiques, nous, on voit qu'on a un peu plus de la moitié de nos élèves qui sont obligés de travailler.
pour vivre. On en a 1 sur 5 qui ne mange pas à sa faim. On en a plus de 60% qui se retrouvent dans une précarité aussi mentale, c'est-à-dire dans une fragilité. Ils nous disent « je me sens pas bien, j'ai un problème de santé mentale » entre guillemets. Donc l'idée de venir répondre à leurs problématiques, à ces freins-là, c'est financier, mais c'est aussi moral, pour faire en sorte qu'ils se sentent un petit peu mieux. Et c'est comme ça qu'on a créé ce fonds de dotation en 2022. On a levé 700 000 € grâce à 17 mécènes de la filière bois, un peu hors filière, mais principalement filière, ce qui nous a permis de donner 77 bourses. Ce sont des bourses de 2 000 € qu'on donne, des bourses d'1 an, qui accompagnent les jeunes chez nous, quel que soit leur niveau de formation, quel que soit leur statut. Et l'idée derrière, c'est concentrez-vous sur les études, concentrez-vous sur votre métier, et on s'occupe du reste, et notamment de cet aspect matériel, de comment je fais pour finir le mois. Matériel, comment je fais pour payer mes études et me loger. Et l'idée, c'est qu'au-delà de faire, on espère, de meilleurs étudiants, on travaille aussi pour la filière et sur l'attractivité, parce que quel est le message qu'envoie la filière à ce moment-là? Elle envoie le message suivant. Elle prend soin de la ressource, mais elle prend soin aussi de ses jeunes. Et je pense que l'attractivité, elle doit se discuter avec les entreprises aussi, sur notre capacité à faire qu'on donne envie collectivement, ensemble, d'embarquer dans cette filière. Donnez-moi un exemple d'une entreprise qui doit donner, comment elle donne envie, comment ça se passe? Déjà, une entreprise qui devient mécène du fonds de dotation, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle va avoir son logo dans l'entrée de l'école. Donc les jeunes qui arrivent le premier jour de l'école, ils vont voir, les voici, les mécènes en l'occurrence, c'est l'occasion pour moi de les remercier, et ils vont être visibles. Ensuite, ils vont avoir une soirée en début d'année où ils vont rencontrer tous les boursiers. Et ça, les entreprises, elles sont à la recherche de ça, d'avoir ce lien privilégié qui permet de faire un pas de côté, d'échanger, de rentrer en relation en fait avec les jeunes de manière différente que lorsqu'elles cherchent un jeune stagiaire ou un alternant par exemple. Et puis, je le disais tout à l'heure aussi à un collègue, lorsqu'on a des cours à faire, nous, sur la RSE, sur les entreprises à mission, sur l'innovation, plutôt que de faire un cours classique, on va inviter ces entreprises à venir parler devant nos jeunes. Donc en fait, on est vers une idée de se dire que la formation, elle se fait main dans la main avec ces entreprises qui ont eu envie de soutenir ces jeunes à un moment donné. C'est la même chose chez vous, j'imagine, compagnon du devoir. Ça se passe main dans la main avec les entreprises? Ah oui, nous, Ou vous... notre modèle est totalement indépendant du fonctionnement des entreprises, puisque tous nos jeunes sont en alternance. Donc nous, cet accès à la formation dépend de l'entreprise. C'est ce mariage qui permet la formation. L'alternance, ça rend plus facile l'attractivité? Je pense que ça contribue en tout cas à permettre à avoir une formation au plus réel, enfin, en répondant aux besoins les plus réels de l'employabilité. L'alternance, elle permet d'avoir ce temps pendant l'ensemble de sa formation initiale où on arrive à partager le temps en entreprise et le temps en centre de formation, et ça permet d'avoir le temps de trouver ses marques. Alors on a un modèle un petit peu particulier chez les compagnons, c'est qu'on est sur une formule d'alternance longue où on alterne des périodes de 6 semaines en entreprise et 2 semaines en centre de formation, et on part du principe aussi que l'entreprise contribue exclusivement à la formation professionnelle et à l'épanouissement professionnel qui arrive à la fin de sa formation. Le but avant tout, c'est qu'à la fin d'une formation initiale, on soit autonome et qu'on puisse s'épanouir dans son métier. Et c'est ça tout l'intérêt aussi de la formation. Quelles sont vos attentes, vous, compagnons, par rapport aux entreprises, justement? Je sais que vous avez des attentes. Expliquez-nous un petit peu ce que vous attendez, finalement, pour que ces métiers soient connus et attractifs. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la première partie. C'est vrai que au travers de cette notion d'ouvrage, ce qu'il faut aujourd'hui, si on veut donner de l'attractivité aux jeunes, c'est leur donner envie de prendre un métier en main et de ne pas entrer en formation. Et pour ce domaine-là, enfin, en tout cas pour attirer vers un métier, il n'y a pas d'autre solution que ce soit les entreprises qui évoquent cette notion-là. En tant que centre de formation, nous, on peut parler de méthode pédagogique, on peut parler de modalité, mais en tout cas, la notion de métier, elle vient bien de l'entreprise. Et c'est ce besoin-là qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est cette reconnaissance et le fait de se montrer et de montrer ce qu'on fait. Montrer ce qu'on fait, c'est important. Oui, c'est indispensable. Je me tourne vers vous, Bénédicte, et avec vous, on va voir les problèmes de stéréotypes pour rendre ces métiers attractifs et comment on fait venir des femmes et des jeunes femmes dans les métiers du bois. Alors justement, je rebondis sur montrer ce qu'on fait. C'est important de montrer, de démontrer, de faire des démonstrations de métier et dans ces démonstrations de métier, d'intégrer le plus de femmes possible. Alors aujourd'hui, seulement 17% des salariés de la filière sont des femmes,
Ça augmente faiblement, mais ça augmente un petit peu. Plutôt dans les bureaux, j'imagine. C'est plutôt dans les bureaux. On en trouve de plus en plus quand même dans la gestion forestière, par exemple. De plus en plus dans les bureaux d'études, dans les écoles d'ingénieurs, il y a beaucoup de femmes. En tout cas, c'est combien de femmes chez vous? Bah, Combien de jeunes femmes? Malheureusement, moi je suis arrivé il y a 15 ans à l'école, on était plutôt à 25% et je crois qu'on a baissé, on est plutôt proche des 17 à confirmer, mais de femmes. de femmes, on est quand même voilà. toujours dans un enjeu qui reste d'actualité. En tout cas, ça n'a pas augmenté. En tout cas, il faut montrer... 24% en ingénieur, pardon. J'ai 24%. mon binôme dans la salle qui me dit 24% Merci, en ingénieur. À Lyon ou d'une manière générale? En ingé, ok. En ingé, donc. Ok. Après, à chaque fois qu'on communique sur les métiers, qu'on fait des films, des publications comme le Zoom Onicep là, que j'ai apporté, il y a 20 témoignages métiers. Sur les 20, il y a 10 femmes. Enfin, on essaye en fait d'avoir de la parité, même si ça ne correspond pas à la réalité. En tout cas, c'est important de montrer qu'il y a des femmes et de les faire témoigner le plus possible. Donc, c'est un moyen de les attirer. Et puis, c'est que les entreprises aussi travaillent là-dessus, ouvrent leurs portes et montrent que les femmes ont toute leur place dans leurs activités. Hommes ou femmes, qu'est-ce que vous mettez en place? Vous faites des forums, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu tout ce que vous mettez en place au niveau de Fibois Aura. Alors au niveau de Fibois Aura, comme de tous les Fibois de toutes les régions ou des départements, parce qu'on travaille beaucoup sur ces questions d'attractivité des métiers, donc on va le plus possible au contact des jeunes dès la 5e, à travers des forums métiers, des salons de l'étudiant, des salons des métiers comme le Mondial des métiers à Lyon par exemple. Alors c'est un peu ingrat parce qu'on a on rencontre énormément de collégiens depuis la 5e qui ne s'intéressent pas forcément à nos métiers, mais au moins on sème des petites graines. On intervient également énormément dans les classes de collège. Et là, c'est une intervention en direct. Alors, c'est des interventions qui sont très interactives, très ludiques. On organise des visites d'entreprise, des visites de chantier forestiers, de chantiers de construction bois. En fait, l'idée, c'est le plus possible de montrer les métiers et de montrer la réalité des métiers. Parce que c'est aussi important de ne pas faire non plus rêver les personnes auxquelles on s'adresse. On fait rêver inutilement. Inutilement. Et par exemple, on a souvent quand même des petites déceptions. Parce que comme on le voit, aujourd'hui, travailler le bois, c'est beaucoup travailler sur une machine à commande numérique. Et c'est plus tellement, en tout cas dans beaucoup d'entreprises, travailler le bois, la matière avec de l'outillage à main. Et ça, c'est important de leur dire que ça, oui, c'est aujourd'hui la réalité de ces métiers-là. Est-ce que ça, c'est positif pour les métiers là, au niveau des compagnons, par exemple, le fait qu'on robotise, qu'il y ait des usines de façades, de murs à ossature bois? En fait, c'est, je te allez-y. Mais c'est une des réalités. Ça n'empêche pas effectivement que dans d'autres entreprises, les entreprises artisanales, on a encore des outils plus traditionnels et des besoins de compétences traditionnelles. En tout cas, voilà. C'est une bonne question, ça va me permettre de répondre à votre question de tout à l'heure, à savoir comment on donne envie d'aller travailler dans une usine qui fait du hors-site aujourd'hui. Tout est lié. Aujourd'hui, forcément, on a cette innovation qui arrive, et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a des jeunes qui ont envie aussi d'utiliser l'outil numérique dans leur pratique professionnelle, et forcément, ces outils-là répondent parfaitement, mais il n'y a pas que ça, et on ne pourra pas tout faire en hors-site non plus, et c'est, je trouve, cette pluralité en tout cas de possibilités, et qui aujourd'hui doit apparaître dans nos formations, et c'est cette pluralité qu'on doit mettre en avant, et à laquelle nous, au centre de formation, on doit être en capacité de répondre pour permettre à tous ces jeunes de pouvoir trouver un épanouissement réel dans leur métier et dans leur pratique. Antoine. Oui, je crois qu'il ne faut pas opposer modernité et tradition. Et me vient à l'esprit l'exemple d'Alexia Audrin, que certains d'entre vous, et beaucoup je pense, connaissent maintenant, avec son fauteuil à étreindre. Alexia, si vous ne la connaissez pas, elle est ébéniste de formation. Elle est passée donc plutôt par le milieu de l'artisanat. Et puis ensuite, elle s'est formée à l'école de design pour créer un petit peu un modèle. Et elle a fini dans nos ateliers à l'ESB pour créer ce qu'on appelle le fauteuil à étreindre, qui est un objet qui notamment est destiné aux enfants autistes pour les rassurer par rapport à leur pathologie. On a un objet design qui est fait avec du bois, qui est
passé par l'innovation et nos ateliers, nos laboratoires à l'ESB, et qui répond à un objet sociétal. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'attractivité, qui fait qu'on n'est pas juste sur un pied. On est bien sur 3 pieds. Il y a les jeunes et ces jeunes générations, il y a les entreprises et comment elles s'adaptent et comment elles attirent et comment elles remettent en question aussi leur approche et leur manière de former avec nous. Et enfin, il y a la société. Quel modèle de société on veut? Et je crois qu'il n'y a pas d'entrée unique. C'est l'ensemble de ces 3 éléments qui vont faire qu'à un moment donné, les jeunes, ils vont continuer, ils vont venir davantage à nous. Et je crois qu'il y a 1001 façons de le faire. Donc il y a aussi ces questions-là. On le voit bien sur le stand, moi, ce matin. J'ai des gens qui viennent en reconversion, qui viennent avec des questions pour rentrer dans la filière d'une manière différente. Et je dirais pour finir que souvent le bois, les arbres, la forêt, l'environnement, c'est le moteur, c'est l'impulsion, on parle au cœur. Et puis derrière, il y a cette idée de, mais au fait, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception? Je veux dire, les médias grand public parlent beaucoup de la forêt, parlent beaucoup du bois, parlent beaucoup. Et est-ce qu'il n'y a pas c'est très valorisant, et d'un seul coup, on va se retrouver dans un métier qui sera peut-être pas tout à fait en phase avec ce que j'avais imaginé. Ce que je voulais dire pour finir, mais je vais répondre à la question, c'est que l'entrée cœur, c'est ça, c'est cette image. Et après, peu importe à quel niveau on se situe de l'échelle ou du process, ce qui est important, c'est que chacun se trouve à sa bonne place. Si je prends l'exemple de l'école, on a 4 grands axes. On a la ressource, l'approvisionnement, on a la production, on a la construction bois et on a enfin le négoce, la distribution. C'est 4 grands secteurs de la filière bois. Après, à chacun de se mettre là où il a envie. Et souvent, les jeunes viennent nous voir en disant « moi, je veux aider, je veux protéger la forêt, je vais être dans la forêt ». Or, la meilleure façon de protéger la ressource, c'est peut-être pas dans la forêt, c'est peut-être au niveau du bureau d'études, où justement, on va aider à utiliser peut-être un petit peu moins de bois, à optimiser, à éco-concevoir. Voyez ? Donc, en fait, la bonne place pour aider la filière et pour aider les jeunes, elle est très en fonction de la personne. Vous avez réagi quand Oui, j'ai parlé parce que de ça. c'est peut-être le premier stéréotype à contrer. Hein, c'est travailler dans la filière bois, c'est pas détruire la forêt. Et lorsque j'interroge les jeunes collégiens sur votre avis, la forêt augmente ou diminue, tous disent non, elle diminue la forêt, il y en a de moins en moins. Donc ça déjà, c'est la première idée reçue, c'est celle-ci. Et j'ai en tête un jeune collégien qui m'a dit, mais je lui dis, le bûcheron, pour toi, il fait quoi? Il m'a dit, son métier, c'est déforester. Donc voilà, il y a un peu de boulot à faire là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment le premier palier, c'est celui-là. Le premier palier, c'est Et puis, celui-là. je parlais de montrer, démontrer. C'est très important aussi de montrer l'ouvrage final. C'est-à-dire, voilà ce qu'on peut faire avec du bois. Des immeubles de grande hauteur, on ne fait pas que du chalet, on fait des gymnases, des écoles, des ponts, enfin voilà. De montrer aussi les ouvrages finis et aussi dans l'ameublement, dans le design, dans l'agencement. Ça fonctionne très très bien, ça attire. Voilà, montrer ce qu'on fait. Exactement. Savoir montrer ce qu'on fait. On arrive un petit peu au terme de l'échange. Là, est-ce qu'il y a un message? Allez, tous les trois, si vous avez un message à faire passer, soit auprès des jeunes, soit auprès des entreprises, soit auprès des organismes de formation, c'est le moment. Allez, je me lance. J'ai envie de dire, moi, c'est le mot collectif qui me vient à l'esprit. Collectif parce que là, par exemple, aujourd'hui sur le plateau, FIBOIS, les compagnons et l'ESB, une école d'ingénieurs, on est en capacité, je pense, à montrer combien on peut travailler ensemble. Et on le fait déjà, notamment avec les compagnons sur un certain nombre de projets de formation et avec FIBOIS, puisqu'on n'a pas parlé du projet UpFib, mais on a notamment un gros projet ensemble qui répond à cet enjeu d'attractivité sur le plan national, avec des campagnes de communication dans les médias, etc., mais pas que. Donc je crois que c'est la capacité collectivement à répondre, et collectif aussi en tant qu'acteur, et aussi collectif, comme je le disais, avec les entreprises, qui par exemple, si elles souhaitent rejoindre le fonds de dotation, sont les bienvenus, vont co-construire des formations en réponse aux jeunes, avec qui il faut qu'on reste aussi en contact, parce qu'on n'a pas la science infuse, il faut rester agile dans leurs besoins, et encore une fois répondre sans être dans une injonction de dire mais comment se fait-il qu'on ne soit pas assez attractif, mais eux aussi ils sont en mouvement, ils changent. Donc être humble et en même temps en mouvement, voilà, moi c'est le mot de conclusion que je voudrais partager. En mot de conclusion, moi je voudrais m'adresser aussi, alors on parle de comment attirer les jeunes, mais pas que, hein, tous ceux qui portent un intérêt en tout cas pour les métiers de la filière bois. Pour moi, on est dans une période qui aussi n'est pas des plus enthousiastes quand on se projette, hein, c'est une réalité. Et pour moi aujourd'hui, la filière bois, elle répond en partie à ces attentes aussi en étant attendez, j'ai perdu mes notes, mais
concrète et en permettant de retrouver du sens dans ce qu'on fait. Et ce qui est important, c'est de... Enfin, moi, j'ai toujours cette image, quand un jeune a le déclic et il dit « ça, je l'ai fait, ça a du sens et je construis des choses ». Et ça, c'est pour moi essentiel. Et bien sûr, pour en arriver là, les entreprises, à mes yeux, sont indispensables. Déjà parce que notre modèle ne fonctionnerait pas sans la présence des entreprises, mais aussi parce que c'est elles qui véhiculent le produit fini et le métier qu'elles portent et qui donnent envie à nos jeunes et à nos moins jeunes de s'intégrer dans ces formations. Il faut qu'elles s'ouvrent plus, qu'elles montrent plus, les entreprises. Exactement. Vous avez le mot de la fin. Oui, mais c'était aussi un petit peu ce sur quoi je voulais revenir, c'est sur le rôle de l'entreprise et sa place dans tout ça. Parce que finalement, elle a une place centrale pour attirer les jeunes et moins jeunes vers ces métiers. Donc c'est important aussi qu'elle s'adapte aux attentes et aux besoins des jeunes générations. Et à ce sujet, je vous invite à assister à la conférence à 15h de Julien Estier qui vous expliquera tous les enjeux de cette question-là. Et à notre niveau, à FIBOA Auvergne-Rhône-Alpes, on organise depuis 2 ans un concours d'idées RH où on invite les entreprises qui mettent en place des pratiques intéressantes, pas forcément très innovantes, mais au moins exemplaires sur comment est-ce qu'elles font pour recruter, pour fidéliser, pour former. Et en fait, on s'aperçoit que les entreprises de la filière aussi évoluent, s'adaptent et mettent en place des pratiques très intéressantes. Je vous invite vraiment à regarder sur le site de FIBOA, la chaîne YouTube de FIBOA, ces vidéos. On a fait des petites vidéos très courtes, donc maintenant il y en a 10, qui vous montrent très concrètement ce qui se passe dans les entreprises. Et c'est vraiment important qu'elles soient là. Ce sont des actrices indispensable. Essentiel et indispensable, on s'en doute. Merci beaucoup. Donc, comme vous nous l'avez invité, on reste sur le plateau tout à l'heure pour reparler encore formation et métier. Une émission, un temps d'échange à retrouver, comme tous ceux que nous enregistrons ici, sur notre site Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Eurobois et le magazine Woodsurfer. Merci à vous. Merci. Et vous Merci. pouvez les applaudir.